Alors, premièrement, je voulais juste faire un petit peu le plan sur notre bilan RH, parce que ça, je pense que c'est important pour voir comment ça avance. Et deuxièmement, je parlerai un petit peu du plan de contingence là, qui est en préparation. Alors, juste peut-être dire que depuis qu'on a fait notre annonce pour en fait retenir puis recruter des gens, je dirais que les PDG des différents CIS et des CIUS ont multiplié les actions pour être capables d'encourager des gens à revenir. Puis je dois vous dire que ce matin, je suis excessivement encouragé comment ça a porté fruit. Puis je vais vous donner quelques statistiques là, d'un premier bilan tout juste après même pas 2 semaines. Là. On a 1007 personnes à temps complet qui arrivent en renfort. On se rappelle qu'on cherche 4000 personnes. Et ces 1007 personnes-là, donc un petit peu plus que 1000, là, puis ça augmente à tous les heures, on a embauché, ça se détaille comme suit, on a embauché 56 retraités, on a eu 231 embauches là, qui nous viennent soit de main-d'œuvre indépendante ou de personnes comme ça. Mais la très bonne nouvelle, puis ça faisait partie de la convention collective qui d'ailleurs a été signée hier avec la FIC, comme vous savez, il y a 720 rehaussements à temps complet qui ont été faits. Fait que quand on regarde tous les rehaussements, bien, ça nous donne l'équivalent de 720 personnes de plus. Donc, le 1000 personnes, il est déjà là. Puis la deuxième bonne nouvelle, c'est que 1900 candidats qui sont intéressés puis qui sont toujours en négociation. Fait que déjà, là, 1000 personnes dont on est certain, puis à peu près 2000 qui sont en négociation, ça, c'est en date d'aujourd'hui. Et ça, l'arrêté n'est même pas publié. Alors, vous me dites pourquoi il y a tant de personnes qui sont en négociation, puis moi, c'est ça qui m'encourage, c'est que ces gens-là ont besoin de voir le fin détail de qu'est-ce que c'est les primes, puis comment ça va s'organiser. Puis en plus, ben, il faut afficher les postes, puis ça, il y a des discussions qui vont avec, entre autres, avec les syndicats sur une base locale. Donc, moi, ce que je vous dirais ce matin, je suis excessivement encouragé. Puis, je vous dirais que c'est un début. Parce que, vous saviez, on l'avait dit, ça prend un mouvement positif pour que les gens se disent, ben moi, je reviens. Puis, vous savez, vous me connaissez, là, je suis dans un hôpital à peu près à tous les 2 jours. Je vais voir sur le terrain comment ça se passe, puis je pose des questions. Mais ce que j'entends des infirmières, je l'ai dit un petit peu plus tôt cette semaine au Salon Bleu, ils nous disent, mon Dieu, ça a l'air de marcher, merci de le faire. Alors, les nouvelles que je vous annonce ce matin, pour moi, sont très encourageantes. Puis ça ne tient pas compte de toutes les autres initiatives. Regardez ce qu'on a annoncé cette semaine avec les paramédics. Mais là, c'était 20 personnes en Montérégie maintenant qui viennent aider les infirmières au Suroît ou à Anna-Laberge. Donc, moi, je pense que ce que je dirais au réseau, là, je leur parle ce matin, là, les renforts s'en viennent. Puis c'est parti. Alors, et on le voit, le changement de culture, il est commencé. Puis on va avoir des gens qui vont être à temps plein. On va enlever le temps supplémentaire obligatoire. La machine est partie. Maintenant, sur le plan de contingence, je vais aller rapidement. Je vais être très clair, là, puis j'étais un petit peu mal à l'aise avec la sortie je pense que la sortie du Parti québécois, pour moi, hier, était irresponsable. Je vais être très clair. Et on va garder le cap sur la vaccination obligatoire. Je rappelle que c'est une recommandation formelle de la santé publique. Puis je vais être très, très clair, là. On va être ferme sur le 15 octobre. Alors, hier, pour vous dire, je vous ai dit que je rencontrais les PDG sur une base régulière pour avoir un plan de contingence autant pour le réseau public que le réseau privé. Alors, j'ai eu une très, très longue rencontre hier avec eux. Ça avance. C'est pas facile parce qu'il faut avoir une vue globale. Puis c'est sûr que certains PDG dans des régions qui sont moins touchées, qui sont déjà prêts. Mais globalement, moi, je vous annonce qu'on va faire ça, là, début de la semaine prochaine. Je vais le rendre public avant le 15 octobre, ça, c'est certain. Je pense qu'on se doit de le donner à la population pour rassurer les gens que peu importe les scénarios qui vont être sur la table, on va le publier clairement. Mais en même temps, ce que je trouve encourageant, c'est de voir comment les PDG peuvent travailler ensemble. Parce que s'il y a des régions qui sont moins touchées, comment ils peuvent venir aider à d'autres régions. Alors, c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument
qu'on ait cette vue d'ensemble-là, puis je vous demanderai d'être patient jusqu'au début de la semaine prochaine. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que, je dirais aux travailleurs de la santé, là, si vous n'avez pas encore votre première dose, là, je vous dirais, allez vous faire vacciner parce que plus vous allez attendre, plus votre pénalité va être grande. Puis je pense que dans certains cas, les employés n'ont peut-être pas réalisé l'ampleur des pénalités que ça fait de prendre une absence. Il y a beaucoup de pénalités qui sont liées à l'ancienneté, etc. Ça fait que je dirais à ceux qui hésitent encore, parce que j'ai toujours dit que je voulais être compréhensif, il y en a que ça a été plus long à décider. J'ai beaucoup d'empathie pour ça. Mais là, on le voit avec ce qui se passe au fédéral, avec l'obligation du passeport dans les transports, avec la sortie. Moi, je suis très content de voir la sortie du gouvernement américain hier avec M. Biden, qui lui aussi a mis un échéancier avec une ligne dans le sable. Donc, moi, je dirais aux employés qui sont non vaccinés en ce moment, particulièrement dans la santé, essayez de diminuer votre pénalité le plus possible et allez vous faire vacciner. Allez-vous accorder une exemption de vaccination dans ce dossier-là pour la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé? Allez-vous accorder une exemption de vaccination pour des motifs religieux, comme il va se faire au fédéral? Non. Ben écoutez, je pense qu'on a été très clair. Une recommandation de la santé publique. Et on dit que c'était une question de santé. Il n'y a pas de question religieuse là-dedans. On peut comprendre la position du fédéral, c'est leur choix. Mais nous, dans notre cas, il n'y a pas d'exception. Vous avez des statistiques, M. Dubé, sur... Est-ce qu'on pourrait avoir des statistiques à jour sur le nombre d'infirmières, par exemple, de PAB, etc., qui ne seront pas en poste le 16 octobre au matin parce qu'ils ne seront pas vaccinés? Est-ce qu'on peut avoir des statistiques fraîches, là où on en est rendu en ce moment, et aussi l'impact que ça va avoir sur les services? Bien, écoutez, premièrement, M. Lacroix, là, je sais que vous avez posé la question à ma collègue hier. Là, j'ai déjà donné ces statistiques-là en date d'hier. Donc, ils n'ont pas changé depuis hier. Là. Si je regarde les CHSLD, on a toutes ces statistiques-là. Mais ce que je vous dirais, la semaine prochaine, quand on va faire le plan de contingence, on va être capable de les donner. Moi, je pourrais vous les donner ce matin, mais si je rentre dans ce détail-là, mais ce que je vous dis, c'est que je les vois baisser à tous les jours. Moi, ce que je trouve, c'est qu'ils ne baissent pas assez vite. On s'entend. Là, ça va faire le plus mal, M. Juste terminer le point. Ce que je veux dire à M. Lacroix, les statistiques, on les a. On les a de façon très granulaire par par établissement, on les a par infirmière, on les a par type de poste, on les a par région. Moi, ce que je vois, c'est qu'encore hier, on a vacciné 300 personnes première dose dans le réseau de la santé. Moi, je pense qu'on peut aller beaucoup plus vite, puis c'est pour ça que je rappelle aux employés d'aller se faire vacciner. Parce que si on était plus dans la zone de 500, 600, 700, ben le 15 octobre, on aurait au moins une première dose avec. Ça va faire le plus mal. C'est où que ça va faire le plus mal? Juste un petit instant. Où ça va faire le plus mal? Où ça va faire le plus mal? Parce qu'on le sait actuellement, là, on a des gens qui nous disent que dans certaines résidences personnes âgées, c'est 60 du personnel qui n'est pas vacciné. Donc, tu sais, vous avez beau dire organisation, là, à 60 de personnel pas vacciné, on va parler de bris de service le 16. Il y a des gens qui n'auront pas les services le 16 s'il y a 6 personnes sur 10 qui ne sont pas dans l'établissement. Ben, premièrement, c'est pour ça que je vous dis, M. Laforêt, je m'excuse, là, mais il reste encore une dizaine de jours pour que les gens aillent se faire vacciner. Ça, là, c'est la première chose. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'était irresponsable de la part du PQ, puis particulièrement les syndicats. Moi, ce que j'ai demandé aux syndicats, je leur demande tous les jours, de nous aider à convaincre les employés. Donc, la première chose, c'est d'aller se faire vacciner. Ça fait partie de la solution. Deuxièmement, quand je vois le nombre d'infirmières, tout ça, je vous ai parlé de notre bilan de ressources humaines. Ça, c'est des gens qui commencent à rentrer maintenant. Là. C'est des gens qu'on n'avait pas il y a 2 semaines qui s'en viennent nous aider. Puis troisièmement, c'est pour ça qu'on a demandé un plan de contingence pour avoir l'ensemble des régions. On l'a vu, là, on a été capable de faire des squad teams quand ça allait mal dans nos CHSLD pour aller aider dans des régions ou dans des établissements privés qui ne s'étaient pas préparés à temps ou qui avaient toutes sortes de problèmes. Alors, je vous demande d'être patient jusqu'à la semaine prochaine. Il y a une équipe, juste terminé, il y a une équipe excessivement complète et complexe qui travaille sur ce dossier-là en ce moment. Puis la semaine prochaine, je vous donnerai des... Vous avez dit il y a 2 semaines qu'il n'y aurait là, pas... Vous avez déjà parlé, je vais juste aller... Je voulais savoir, est-ce que les PREM sont à ce point dysfonctionnels que vous devez intervenir?
Oh, aucunement. Je pense que c'est justement notre rôle. Lorsqu'on a les PREM là, pour que la prise en charge des médecins de famille, là, parce que là, on est dans le jargon, mais ce que c'est à chaque année, on alloue un nombre de médecins de famille par région, d'accord? Des 450 médecins, nouveaux médecins qui deviennent disponibles. Lorsque le ministère nous fait une suggestion, il nous fait une suggestion basée sur un modèle assez complexe, là, pour dire, pour telle raison. Mais moi, donc, il y avait une répartition qui était suggérée. Moi, quand j'ai regardé ça, puis j'en ai parlé avec mes collègues, on regarde aussi des statistiques, par exemple, du nombre de patients par médecin, etc. Là, toutes les statistiques. Puis ce qu'on a décidé de faire, parce qu'il y a un facteur que les gens oublient, dans la grande région de Montréal, quand je regarde l'île de Montréal versus toute la région périphérique qu'on appelle le 450, il y a plus de 25 % des patients qui se faisaient soigner à Montréal, où on a déjà un problème à Montréal. Alors, il est tout à fait... Puis c'est pas une question c'est pas une question de partisanerie, là. C'est une question de gros bon sens, de dire, puis il ne faut pas avoir peur de faire ces choix-là. Et moi, avec mon équipe, on a fait un choix d'envoyer 30 médecins de plus dans le 450 parce que c'était la bonne chose à faire. 720 personnes, M. Dubé. Pour eux d'aller à leur rendez-vous à Montréal parce que tu perds moins de temps de travail. Écoutez, on a vu pendant la pandémie là, qu'il y a beaucoup plus de gens maintenant qui vont rester à la maison puis qui veulent être servis dans leur région. Donc, pour terminer là-dessus, je vous dirais, ça, c'est pas avoir peur de faire les changements. Puis je vous dis, la négociation qui est en cours en ce moment avec les médecins de famille va tenir compte de ces choix-là. Les 720 personnes là, sur les 1007, là, ça veut dire que le 3/4 de ces gens-là, c'est des rehaussements. Donc, oui. Quoi, ça, c'était donc des gens qui travaillaient à temps partiel puis qu'on a mis à temps plein, mais c'était probablement des gens qui étaient à temps partiel qui faisaient du temps supplémentaire. C'est pas nécessairement du nouveau monde de plus. Non, mais je vous dis, c'est du rehaussement. Mais moi, ce que je veux... Mais c'est pas des renforts, ça. Attendez. Moi, je pense que c'est des renforts parce que... Mais c'est pas du monde de plus. Je vais juste terminer. Ce que je suis en train de vous dire, rappelez-vous, là, quand vous nous dites, bien, votre programme, c'est juste du cash, c'est pas ça que les infirmières nous ont demandé. Ils veulent avoir de la prévisibilité, ils veulent avoir des postes à temps plein pour arrêter de faire du temps supplémentaire obligatoire. La première chose que Mme Lebel a réussi à signer avec la FIC, qui est dans la Convention, c'est le rehaussement des postes à temps plein. Je viens de vous dire, là, la Convention a été signée hier. On a déjà, dans les 2 dernières semaines, 720 personnes. Des bris de service, ça prend des paires de bras de plus. Oui. Là, c'est des gens à temps partiel qui ont une promotion, ils obtiennent un poste à temps plein. C'est un vrai scrum ce matin, là. Quand on vous a dit, il y a 2 semaines, qu'on cherchait 4000 infirmières, ça incluait le rehaussement des plans. On était très clair à ce moment-là. Alors moi, à chaque fois qu'une personne qui faisait 2 jours passe à 4 ou 5 jours, qui est l'équivalent d'un temps complet, bien moi, c'est une personne de plus. La différence entre les deux, on le calcule comme un ETC, un équivalent à temps complet. Alors moi, j'ai 700 personnes de plus qui, grâce au rehaussement, vont venir enlever la pression sur le temps supplémentaire obligatoire. Moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Puis je vous le dis, ça fait juste 2 semaines. L'arrêté, il n'est même pas publié encore. M. Dubé, sur votre réorganisation de service, M. Dubé, sur le tableau que vous avez publié hier, pouvez-vous nous expliquer précisément quels sont les critères pour qu'un établissement se retrouve là-dessus et pourquoi, par exemple, on ne retrouve pas l'urgence de sanitaire là, dans ce qui est publié? C'est une bonne question. Je suis tellement content parce que quand j'ai parlé du code sanitaire, j'ai dit là, on parle du code sanitaire depuis tout. Savez-vous quoi? Même pas fermé encore. Sanitaire, là, elle peut possiblement fermer à compter du 18 octobre. Là, ce qu'on va faire, là, c'est qu'on va regarder la situation actuelle, puis mes PDG, ils travaillent très fort tous les jours pour dire comment on peut éviter. Alors moi, quand j'ai rencontré ma PDG, Mme Caroline Roy, en Abitibi, j'ai dit, c'est correct, la semaine prochaine, quand on va mettre ça à jour, malheureusement, peut-être que sanitaire sera dessus, mais il ne l'est pas en ce moment. C'est pas fermé. Pour qu'un établissement le soit? Alors, là, ce qu'on a commencé à faire, parce que là, on y est allé par ordre d'importance, vous allez voir que néonatalité, urgence et... c'est quoi l'autre qui est... obstétrique, merci. Merci beaucoup. Ça, c'est les 3, là, pour qu'on dit il y a vraiment un enjeu où une personne qui veut soit aller à l'urgence ou qui veut aller accoucher, on ne peut pas avoir plus important que ça. Là, ce que j'ai demandé au PDG, puis c'est pour ça qu'on a juste
5 établissements qui sont touchés, 5 régions, 4 régions qui sont touchées, dont 5 établissements. Là, ce que je leur ai demandé dans le plan, c'est de dire, je veux les voir venir d'avance. Puis on aura peut-être d'autres critères, parce que là, en ce moment, j'ai pas les CHSLD là-dedans, j'ai pas les autres établissements. Alors, donnez-nous, là, j'ai commencé à dire ceux qui étaient le quotidien. Les gens vont à l'urgence ou ils vont accoucher. C'est pour ça qu'on a nos établissements. Maintenant, pour les autres, on va les mettre à jour dans les prochaines semaines. Dans le réseau de la santé, dans le cas des médecins, par exemple, l'ordre professionnel dit on suspend votre permis là, si jamais vous ne vous faites pas vacciner. Est-ce que c'est envisagé pour d'autres catégories de professionnels qui sont aussi soumis à des ordres professionnels? Ah, bonne question. Écoutez, moi, je vais vous dire ce qui... Bon, je vais être très clair ce matin, là, j'en ai parlé cette semaine. Quand les médecins nous ont avertis, certains médecins nous ont avertis qu'ils voulaient aller en télémédecine parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, puis ils voulaient continuer à pratiquer, c'est l'ordre professionnel des médecins, la Corporation des médecins, appuyé par les 2 syndicats, qui ont dit non, ça n'a pas de bon sens, puis on va suspendre votre permis de pratique tant que vous n'êtes pas vacciné. Moi, je pense que tous les ordres professionnels devraient faire la même chose au cours des prochains jours. Sur la vaccination obligatoire, M. Dubé, vous dites la sortie d'hier était irresponsable, autant les syndicats que le PQ. Il faut les encourager à aller se faire vacciner. Mais le 16 octobre, quelqu'un qui va se faire vacciner aujourd'hui, il ne sera pas là de toute façon. Ça ne règle pas votre problème. Bien, écoutez, on verra le 16 octobre. Mais moi, il y a des gens là, qui déjà... Rappelez-vous, là, je vais revenir avec une statistique qui est simple. Au 27 août, quand on a fait la commission parlementaire, il y en avait, je ne me souviens pas du chiffre exact, mettons, on va dire 30 000, là, citez-moi pas, il me semble que t'as pas. Il y en a quand même plus de la moitié qui ont allé chercher une première dose. Et quand je regarde les dates, entre autres, que le premier ministre Trudeau a sorti hier, que M. Biden a sorti pour novembre, moi, je dis aux gens, là, on est dans la pandémie encore pour un certain temps. Un certain temps, je ne sais pas c'est quoi. Mais si j'avais une chose à dire aux non-vaccinés, particulièrement dans la santé, si vous voulez éviter les pénalités, commencez tout de suite. Commencez tout de suite. On passe à l'anglais. Vous exprimez des réticences, des inquiétudes, des craintes par rapport à ça? Bien, c'est sûr que... Puis j'ai entendu les débats, puis je vais en reparler avec le docteur Arruda, parce que on s'est toujours fié à leur expertise, c'est de dire le poids des bénéfices versus les désavantages. Mais quand on regarde pourquoi la santé publique nous a fait cette recommandation-là, c'est qu'on a dit on ne peut pas accepter que des personnes qui travaillent dans la santé puissent être en contact ou puissent travailler avec des gens qui sont vulnérables ou qui pourraient être susceptibles. Alors, je ne pense pas que cette opinion-là a changé, et c'est pour ça qu'une des choses que le Dr Arruda nous a demandé, c'est quand vous allez avoir terminé votre plan de contingence, on pourra s'en parler. Moi, je me dis, on avance très bien, il y a beaucoup de travail qui fait, puis la semaine prochaine, on va se rasseoir. Mr. Dubé, Mr. Dubé, in the previous days and weeks, we were talking about 4,300 nurses you needed as soon as possible. Yep. And now you're talking that you recruited 1,007. So basically, you have less than a quarter of what you need. Well, but I have 1,900 in negotiation right now. So it's a victory. Well, to me, it's victory will be when I have no TSO. That will be my victory. Okay? But basically... So what I'm saying is right now with the 1,000 that we have, that will start in the next few days, and the 1,900 that we have in negotiation right now, despite the fact that we don't have even the details to make sure we don't have established the number of people by hospital that can be hired. I think this is a very good sign that this change of culture, of mobility, and all those things that we've been asked by the nurses to change, they're happening right now. And the more people that will enter, the more the nurses on the floor will say, well, it's happening. So I'm taking this as very good news. So you're basically saying help is coming. Oh, yeah. I'm saying, how do we say renfort? Well, help, support. That's it. That's what is coming. And they feel it. I will be in another hospital tomorrow morning in Montreal. I'm sensing it. When I go to the emergency, when I go within the hospital, and I go there by surprise. I don't announce my visit. They're a little bit surprised when they see my face at the emergency. But what they are telling me, they're so happy
that we are on the ground with them, and they see those measures. When I was in Alain-Laberge at the beginning of the week, when they saw those paramedics that were there at the press conference, you could see in the eyes of those nurses that now they have help. They will not have to do those overtime hours. You're a manager. What's the link do you see between this help that is coming and the contingency plan you have to put in place with the mandatory vaccination after October 15th? Yeah, that's a very delicate work to do in parallel. Because if I had my vaccination complete, the job on the contingency plan would be a lot easier. But I'm working on both in parallel, understand? Right now, I'm telling you, good news. As of today, I have 1,000 people more than I had 2 weeks ago. That makes my life easier, a little bit easier on the contingency plan. But the fact that I have 1,900 in negotiation, that tells me that maybe my reorganization of services will be short. Because the more people are getting vaccinated, the more people that I hired, maybe my what I call my modulation of services will be very short because I know it's increasing on the side of vaccination and on the hiring side. You see? So I'm working on both in parallel. Mr. Dubé, what is the latest number that we have in terms of employees who are not going to be fully vaccinated come October 15th? Yesterday it was 25,000, but because when you say adequately vaccinated, that number, say, was at 35,000. But what I'm looking at is the one that at least have a first dose versus the one that didn't have any dose. So when I split this 25,000, I have about 12,000 that have a first dose and 13 that have no dose. The reason I'm making this difference, as I explained before, is because I know that maybe my timing, because the one that went for a first dose and they will go in the next few days, they will have a second dose. So their penalty or outside the system would be very short. And that's the reason I'm telling them today, I'm talking to them when I talk to you, please go as soon as possible to reduce, because the negative impact on seniority for holidays, on pension plan, there are a lot of negative that maybe people have not considered before saying, well, I'm taking a break. And especially with the other question, I think the Professional Association of Nurses, we're asking them right now to say, why was that good for the doctors to say we suspend your permits if you're not vaccinated? Why don't they do the same thing for nurses and all those people that deal with people? So this is not only to the union to do their job with their member, contrary to what was said yesterday, but I think it's for the professional orders to do the same thing to their members. How many are in direct contact with patients? Half of that. Half of the, say, 12,000 that have on their first dose. J'ai une dernière question de Global, si vous permettez. Alors, une question de notre collègue Anne. Pour respecter notre horaire. The CIS de Lanaudière and Atikamek, Chief of Manawan, are announcing changes later today. What are those changes, and do you feel it will be enough to bridge the gap, improve healthcare services for the people of Manawan? Well, I haven't seen that, so you will allow me. I don't know what's about. Let me check that, and I'll come back to you. Bien, merci. C'est ce qui met fin à cette conférence de presse. Bien, je vous donnerai le détail mardi, puis je pense que d'ici ce temps-là, le chiffre va s'améliorer.